On est sur la question 15. Non, 16. 16. Oui, mais c'est pour tout le reste pareil. Alors, 7 contre, abstention 0. Donc, voté à la majorité. Merci. Question numéro 17, transfert de la compétence petite enfance. Rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Je crois qu'on a tout dit. Hein, alors, je crois que oui, là, vous avez tout dit, n'est-ce pas, M. Friot? On va pas repasser son temps là-dessus. Oui, tout à fait. N'importe quoi. Allez, donc, qui est contre? Attendez, comment on a... j'ai pas dit encore. J'ai dit, le conseil municipal est invité à approuver les modalités financières du transfert de la petite enfance à Riom. Qui est contre? 7. Qui s'abstient? 2. Voté à l'unanimité, merci. Transfert des structures d'accueil de la petite enfance à Riom Communauté. Pareil. Là, ça va être, alors, Oui, transfert... alors c'est... Ah, pardon. Ah, c'est toi, pardon, excuse-moi. Oui, c'est pas grave. Moi. Donc, transfert du personnel de la petite enfance à Riom Communauté. Donc, c'est la 3e délibération qui vient naturellement derrière ce transfert. Donc, les personnels qui sont concernés sont les fonctionnaires de la crèche familiale et du multi-accueil, dont les postes figurent au tableau des effectifs que vous avez joint à cette délibération. Il y en a 29. Donc, ils sont transférés à Riom Communauté le premier jour du mois qui suivra celui de la publication de l'arrêté préfectoral modifiant les statuts de Riom Communauté. Et sont aussi concernés les agents non titulaires, 17 assistants maternels, des agents remplaçants ou en renfort et les 2 emplois de vacataires de médecins. Donc je vous invite à approuver le transfert de ce personnel. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à la majorité, merci. Question numéro 19, transfert des structures d'accueil de la petite enfance à Riom Communauté. Donc là, c'est tout simple, même si le document est un peu important. Le transfert, c'est un transfert à titre gratuit. La communauté de communes en prend la jouissance. Pardon, excusez-moi. On prend la jouissance, sauf la possibilité de la vendre. Donc, la commune de Riom appuie l'exercice de la compétence petite enfance sur 2 établissements, la structure multi-accueil et la crèche familiale. La première est installée dans un immeuble dont la commune est propriétaire, mais dont le terrain d'assiette fait l'objet d'un BEA, avec le centre hospitalier de Riom. La seconde dans des locaux qu'elle loue. En conséquence, il convient aujourd'hui de fixer les conditions de transfert des 2 structures. Le conseil municipal est invité, concernant la structure multi-accueil de Riom, à approuver les termes de la convention de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers, approuver le projet de procès-verbal de mise à disposition annexé, autoriser le maire ou son représentant à les signer. Concernant la crèche familiale de Riom, approuver les termes de la convention de mise à disposition des biens mobiliers, d'approuver le projet de procès-verbal de mise à disposition annexé, autoriser le maire ou son représentant à les signer. Approuver la cession par la commune de Riom, à titre gratuit, du véhicule immatriculé 1978 XS 63, nécessaire au bon fonctionnement du service de la crèche familiale. Ce véhicule datant de 2008 est totalement amorti. Cette cession interviendra à la date du transfert effectif. Dossier en cours d'instruction au sein des 2 structures, conformément aux directives de la direction des archives départementales. Autoriser le maire ou son représentant légal à signer le protocole avec Riom Communauté, arrêtant la liste des dossiers nécessaires à la bonne gestion des 2 structures et mis à la disposition de Riom Communauté. Et vous avez joint tout le dossier. Le CEP, le SIAR et le SIEG. C'est juste une information. Prendre acte des rapports. Est-ce que tout le monde les a lus? Est-ce que vous avez des problèmes là-dessus?
Tout le monde est OK, merci. Charte Alors, vous savez, partagée, oui. j'en profite pour dire que j'ai pas eu le temps de tout lire, parce que c'est trop volumineux, ces conseils municipaux. Il faudrait qu'on en fasse plus souvent pour avoir moins de choses à traiter, pour pouvoir tout lire de du premier mot au dernier. Parce que là, c'est pas possible. On en fera un par semaine? Oui. Non, surtout quand on a les documents vendredi, pour le préparer aussi. Voilà, c'était un peu. Juste pour avoir les délais. Surtout avec un week-end d'élection. D'accord. Non mais horreur. Hein. C'est arrivé que le vendredi, c'est possible ça? Oui. Oui, c'est la loi. C'est arrivé que le vendredi, apparemment, les rapports. Problème de la Poste. Non. Service public, oui. Bon, on vérifiera quand même ça. Jardin partagé, convention de mise à disposition. Jacques Lamy? Non, c'est Jackie? Ben, je vais prendre le dossier puisque Oui, Vincent n'est pas là. Donc, la ville dispose aujourd'hui de 5 sites de jardin. 3 d'entre eux au Courriat du Moulin et boulevard Chancelier d'Hôpital sont loués directement au Rio Mois, moyennant une redevance de 0,20 centimes de mètre carré et par an. Un terrain route d'Enza a été mis à disposition d'une association qui encadre les locataires, chacun ayant son propre jardin destiné en priorité aux personnes bénéficiaires du RMI pour faciliter leur réinsertion, lesquels paient le même loyer que les locataires des jardins municipaux. Un 5e site au Courriat a été mis gratuitement à la disposition du centre social afin de sensibiliser au jardinage les habitants du quartier. La commune souhaite maintenant répondre à une demande d'habitants réunis en association qui souhaitent un jardin partagé. La ville a saisi cette année l'opportunité de préempter la parcelle cadastrée BP 49 de 194 mètres carrés située à l'entrée sud, le long de la voie express, et jouxtant la parcelle cadastrée section BP numéro 105 de 3122 mètres carrés, propriété de l'EPF SMAF. Ce ténement répond aux critères retenus par l'association. Le conseil municipal est invité à solliciter auprès de l'EPF SMAF la mise à disposition de la parcelle cadastrée BF 105 et d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec l'EPF SMAF la convention de mise à disposition à titre gratuit. Mettre gratuitement à la disposition de l'association le Jardin des Cosmos, la parcelle BP 49, à prendre sur la parcelle BP 105. La ville a pris en charge la clôture, la plantation d'arbres sur le foncier résiduel de la parcelle BP 105. Elle gérera leur entretien ultérieur. Autoriser le maire ou son représentant à signer avec l'association Le Jardin des Cosmos une convention de mise à disposition à titre gratuit des parcelles. Question, oui. Je suis ravie que des citoyens se lancent dans la permaculture et vraiment, c'est très bien. Je trouve que quand même sur la clôture, nous avons été un petit peu trop près du chemin lui-même. C'est-à-dire que si 2 personnes en vélo veulent se croiser sur ce chemin, elles ne peuvent pas. Il aurait été souhaitable de l'éloigner d'1 mètre à peu près de la barrière qui borde la 4 voies. Écoutez, je demande à Vincent qui vous envoie une réponse puisqu'il n'est pas là ce soir. Oui, parce que c'est Vincent Perger qui a traité ce dossier-là. Donc, Comment? Oui, non, mais il doit y avoir une raison. Il y a certainement une raison, on en tiendra compte, on vous tiendra au courant. Souvent, la raison, c'est qu'on n'imagine pas que des gens peuvent se déplacer en vélo, on ne fait pas suffisamment attention à la façon dont les gens se déplacent réellement dans cette ville. On ne prend pas en compte. Si tout le monde faisait comme moi, c'est vrai, il n'y aurait que des vélos, c'est clair. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Tarif de location, en bref, parce que c'est... Oui, c'est la même... Vu le prix du mètre carré... Du mètre carré qui n'a pas bougé depuis 2001. Ça coûte plus cher la facturation que le truc. Absolument. Enfin, bon. Il est proposé de maintenir le tarif actuel de location, bien qu'il n'ait pas augmenté depuis 2001. 0,20 euros. Oui, du mètre carré. Enfin, leur location évite à la commune d'avoir à entretenir des espaces disséminés sur son territoire.
Le conseil municipal est invité à maintenir le tarif de location des jardins potagers à 0,20 centimes € le mètre carré. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 23, 14 rue du Colombier-la-Nord, rachat d'immeuble à l'EPF SMAF. Tout le monde connaît l'immeuble. Donc l'EPF avait acquis en 2008 par préemption cet immeuble dans le but d'un désenclavement de la zone d'urbanisation d'ensemble. Le PPRI en 2010 nous a obligés à remettre en cause cette zone du PLU et il est donc proposé au conseil municipal de racheter ce foncier pour en permettre une cession ultérieure. Et on passera à ce qui nous intéresse plutôt à la question 24. En sachant que le rachat à l'EPF SMAF sera effectivement actualisé et qui, pour le 1er mars 2016, représente un total de 134 108,07 €. Le conseil municipal est invité à accepter le rachat par acte notarié des immeubles AI 406 et AI 423, accepter les modalités de paiement exposées ci-dessus, autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette procédure et désigner maître Tissandier pour rédiger l'acte. Vous pourrez remarquer que ce n'était pas une bonne opération qu'avait fait le dernier conseil municipal quand vous allez voir le prix qu'on revend le bâtiment. Qui est contre? Ben, les chiffres s'y parlent, 384 000 €. Monsieur le maire, vous n'avez pas rappelé la dernière fois qu'on achetait et on vendait au prix des domaines? Mais c'est le prix des domaines. Eh bien oui. Oui, mais avant aussi. Oui, mais c'est tout. Cette opération, je Et ne sais c'est pas comme pourquoi ça. elle avait été faite, dans quel but. Puisque le bâtiment est resté vide tout le temps. Qui est contre? Attendez, je crois que... Dans quel but? À l'époque, le Céret n'était pas en zone inondable. Et il y avait une zone de pilote habitat lancée par le Grand Clermont sur toutes des communes. Et la commune de Riom avait répondu favorablement à cet appel d'offres. Il y avait un projet qui effectivement avait été élaboré et qui s'est arrêté net quand effectivement le résultat du PPRI est tombé. Donc on devait aussi avoir un accès par ce côté-là au niveau de ce lotissement et c'est pour ça que cette parcelle avait été préemptée. Je reprends juste, donc le PPRI, c'est le plan de prévention des risques d'inondation qui nous a obligés à modifier les projets. Comment? Oui, mais enfin quand même, vous l'avez vu dans l'état où il était, le bâtiment. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 24. Donc nous allons maintenant vendre cet immeuble. Donc il avait été confié à 5 agences immobilières, le bien en vente au prix fixé par les services fiscaux, 300 000 €. Aucune proposition d'achat n'ayant été faite aux 5 agences, nous acceptons aujourd'hui que le locataire actuellement en place dans l'immeuble fasse une offre par l'intermédiaire de l'agence L'Artisan Immobilier. Et ce locataire en place se propose d'acquérir le bien pour 225 000 € net vendeur. Ce prix a été soumis à l'évaluation des services fiscaux qui ont donc donné leur accord pour le montant de l'acquisition. Le conseil municipal est donc invité à valider la cession du 14 rue Colombier-la-Nord, parcelle AI 406, au prix net vendeur de 225 000 €, à autoriser le maire ou son représentant à signer la promesse de vente et la vente définitive de ce bien au prix validé. Et je précise juste que nous gardons la propriété du jardin qui est à l'arrière, qui est effectivement plus proche du Céret. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 25. Immeuble 8 rue du Chandelier et 20 rue de Planche-Paleuil. Donc, il s'agit d'immeubles, effectivement, pour lesquels il y aurait substitution de Riom Communauté à la ville de Riom pour le paiement des annuités à l'EPF SMAF, puisque Riom avait utilisé son droit de préemption, il avait délégué pour pouvoir envisager l'acquisition des immeubles afin de favoriser le parcours individuel des gens du voyage. Pour une maison avec terrain au 8 rue du Chandelier, cadastré AS 2930, qui ont été acquis au prix de 140 000 €, et un cabanon et terrain au 20 rue de Planche-Paleuil, acquis au prix de 25 200 €.
Le conseil municipal est donc invité à approuver la substitution de Rion Communauté à la ville de Rion auprès de l'EPF SMAF pour le remboursement des annuités correspondant à l'acquisition des immeubles cadastrés AS 2930 d'une part et AS 146, 308, 309, 310, 330, 332 et droit indivis sur AS 149 d'autre part, et à autoriser le maire ou son représentant à signer les actes nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 26, quatrième campagne de ravalement, obligatoire, mission à Solia, Puy-de-Dôme, avenant numéro 12. C'est juste le transfert d'une société, c'est ça? Alors, effectivement, le pacte est devenu Solia, donc le pacte qui accompagnait l'organisation des ravalements a changé de nom, et donc nous signons un avenant, un 12e avenant, pour que le Solia puisse continuer les campagnes de ravalement. Je rappelle juste en 2 mots, la première campagne, 63 immeubles avaient été prévus. Il y a eu finalement 6 immeubles ravalés en plus. La deuxième campagne, 46 immeubles avaient été prévus, 33 ont fait l'objet de travaux finalisés, d'autres n'ont pas eu de subvention. Bref, la campagne s'est plutôt bien déroulée. Sur la troisième campagne, 32 immeubles ont été concernés et 27 ont fait l'objet de travaux déjà finalisés. Et pour la quatrième campagne, 38 immeubles doivent faire l'objet d'un dossier de ravalement. 19 dossiers seulement sont déposés à ce jour. 13 ont reçu l'accord de travaux et subventions. Donc nous espérons que cela va continuer. Et pour ce faire, le Solia est mandaté pour pouvoir accompagner les demandes de subventions et accompagner les administrés dans leurs projets de ravalement de façade. En conséquence, il convient donc de prolonger de 2 ans le délai de réalisation des ravalements pour la période pour la quatrième campagne de ravalement, de supprimer toutes les subventions municipales pour les ravalements réalisés après ce délai supplémentaire, sauf pour les dossiers ayant obtenu un accord de principe à cette date, d'établir un 12e avenant à la convention d'animation et de suivi des campagnes de ravalement initialement conclues avec le pacte Puy-de-Dôme, devenu cette année Solia Puy-de-Dôme, pour proroger d'1 an sa mission pour les 2 dernières campagnes. Cette convention engage la ville à hauteur de 18 378 € TTC et est abondée d'une rémunération de 105 € par dossier. Les crédits seront proposés dans le budget 2016. Et il est à noter qu'une permanence donc, du Solia est réalisée dans les locaux de la mairie annexe le lundi de 9h à 12h avec un temps dédié pour le suivi des chantiers sur site. Des rendez-vous à la demande sont assurés le restant de la semaine. Le conseil municipal est donc invité à autoriser le maire ou son représentant à prendre un arrêté municipal prolongeant de 2 ans le délai de réalisation des ravalements de façade dans le périmètre de la campagne numéro 4 et prévoyant la suppression des subventions municipales pour les ravalements réalisés après ce délai supplémentaire, et à autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 12 à la convention du 2 décembre 2003 passée avec Solia Puy-de-Dôme, tel que joint à la présente délibération, en vue de proroger d'1 an sa mission relative aux 3e et 4e campagnes de ravalement obligatoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 27, campagne communale d'incitation au ravalement des façades, avenant numéro 15, c'est la même chose? Donc on continue, non, c'est pas tout à fait la même chose. On parlait de ravalement obligatoire, maintenant on parle de ravalement volontaire. Et la commune a souhaité, dans le cadre de ravalement volontaire, en dehors des ravalements prescrits, parce qu'habituellement on prescrit sur une rue un ravalement, puis une deuxième, puis une troisième. Donc là il s'agit d'initiatives spontanées des administrés qui, dans le périmètre du secteur sauvegardé, des boulevards extérieurs compris, peuvent effectivement faire une demande de ravalement spontané, et il est donc proposé d'attribuer une enveloppe annuelle de 10 000 € pour aider à ces ravalements. Le conseil municipal est donc invité à reconduire pour 2016 la mission de Solia Puy-de-Dôme, dont la rémunération sera fixée à 2040 € hors taxe, et autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant correspondant. L'enveloppe, elle est de 10 000 € en dehors des 2040 ou... En plus, oui, il y a un prix de... Pardon, non, il y a une enveloppe annuelle de 10 000 € qui correspond aux subventions versées aux administrés
aux porteurs de projets. Et effectivement, il y a une rétribution de Solia maintenant qui existait autrefois à l'origine sur Pacte Puy-de-Dôme. Donc il n'y a plus que 8 000 à distribuer aux gens. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, convention. On change, on passe dans le vert en sortant de la pierre. Effectivement, la commune avait une convention avec le Seine sur la zone humide au sein du parc sportif et urbain du Céré. Une convention qui a duré de 2011 à 2014. Il s'agissait d'un inventaire de la faune et de la flore. Aujourd'hui, le Seine-Auvergne propose à la commune de signer une convention pour la gestion de ce site. Après avoir inventorié, elle se propose effectivement d'avoir une mission complémentaire de gestion. L'objectif étant d'acter la poursuite avec l'association sans contrepartie financière, avec des suivis naturalistes ponctuels, des suivis photos, petits travaux de type curage manuel de mares, arrachage, etc. En contrepartie, la collectivité s'engage à respecter la vocation naturelle de la prairie humide, à informer le Seine-Auvergne de tout projet d'intervention, à réaliser l'entretien courant de la prairie et de ses abords, à financer les interventions les plus coûteuses lorsqu'elles s'avéreront nécessaires, plantation de haies, intervention mécanique lourde pour le curage, réalisation de la signalétique. Cette convention représente une opportunité de pérenniser l'action dont le bilan aujourd'hui est tout à fait positif. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou à son représentant à signer avec le Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne la convention de gestion jointe à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 29, protocole de gestion urbaine et sociale de Riom Communauté, destiné aux ménages gens du voyage résidant sur le territoire. Madame Grenet-Michel. Le territoire de Riom Communauté est de longue date un territoire d'accueil des familles, des gens du voyage. Aujourd'hui, 3 aires d'accueil, un lotissement d'habitat adapté, de multiples installations de familles sur des terrains et des occupations de logements tant privés que publics. La communauté de communes se doit de traiter cette situation avec une vision globale. Depuis quelques années, des projets ont été engagés sur le territoire, des logements adaptés à Riom, un lotissement de 13 logements à Moza, un logement dans un programme mixte à Ménétrol, à Célu. Cette politique se renforce aujourd'hui, notamment à Moza, où des travaux d'un programme mixte de logement vont débuter, à Riom, où la volonté en priorité sur les projets pour les familles vivant sur la pointe de Planche-Palœil, ce qui représente environ aujourd'hui 50 personnes. À ce jour, toutes les communes ont été, sont ou seront concernées par des installations, aires d'accueil, installations légales ou non, ou des accompagnements vers un relogement. Un protocole de gestion urbaine et sociale avait été mis en œuvre dès 2008. C'était le premier du département pour le projet de Moza. Aujourd'hui, devant la pluralité des projets et des communes pouvant être concernées, il est donc proposé de mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire un protocole général permettant d'engager par principe les différents partenaires. Les enjeux communs sont les suivants: prise en compte du souhait de reconnaissance et d'appartenance des familles au territoire, adapter la réponse en habitat, accompagner les familles dans l'amélioration de leurs conditions de vie et dans le renforcement de leur participation à la vie de la commune, mise en cohérence des actions de chacun au service du projet. La GSGV, missionnée sur ces projets en cours, a travaillé sur le projet de protocole présenté et proposé ce jour. Au-delà de ce cadre et pour chaque projet opérationnel, un avenant sera signé avec le bailleur et la commune concernée. Le conseil municipal est invité à approuver les termes du protocole de gestion urbaine et sociale et à autoriser le maire ou son représentant à le signer. Ce protocole a déjà été présenté et signé au niveau de Riom Communauté. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 30, Fonds d'initiative sportive, Association Les Archers Rioumois et le tir sportif rioumois, Daniel Grenet. Question étudiée par la commission numéro 3, qualité de vie et animation, qui s'est réunie le mercredi 2 décembre 2015. Dans le cadre du fonds d'initiative sportive prévu au budget pour aider les clubs sportifs lors de manifestations exceptionnelles
ou qui ont à engager des dépenses supplémentaires à destination d'un public spécifique, il est proposé le versement d'une subvention de 150 € à l'Association des archers riaumois pour contribuer à la prise en charge du déplacement des 3 archers riaumois, invités d'honneur et parrains de la soirée des Trophées des Sports organisée le 27 novembre dernier. Cette participation représente un tiers du coût de déplacement de ces sportifs. Les frais restants sont pris en charge pour un tiers par l'Association des archers riaumois et pour le dernier tiers par la famille des archers. Pour mémoire, il s'agit de Daniel Lucas, Antoine Thomas et Paul Bonneau, champions d'Europe des clubs pour les archers riaumois et qui sont en résidence à l'INSEP dans la région parisienne. 50 € à l'association Tir Sportif Riaumois pour contribuer à la prise en charge du déplacement du lauréat de la soirée des Trophées des Sports organisée le 27 novembre dernier. Cette participation représente également un tiers du coût du déplacement. Les frais restants sont pris en charge pour un tiers par l'association du tir sportif riaumois et pour le dernier tiers par la famille du sportif. Pour le mémoire, il s'agit de Clément Greffier, qui a eu le trophée Espoir, qui a 17 ans, qui a été médaillé au championnat de France, qui a été médaillé à la Coupe des Alpes à Innsbruck avec 7 médailles, qui a également eu une médaille de bronze au championnat d'Europe et qui a eu 3 médailles d'or avec l'équipe de France. Les crédits seront prélevés sur le fonds d'initiative sportive, imputation 924-40, article 65-74, enveloppe 2916, dont le solde sera en fin d'année de 3100 €. Je suis fier qu'on n'ait pas utilisé tout cet argent réservé aux fils. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 150 € à l'association des archers riaumois, approuver le versement d'une subvention de 50 € à l'association du tir sportif riaumois. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je dois dire qu'il y a eu une très belle soirée de remise des trophées, c'était très sympa. Après œuvre d'art, question numéro 31, Monsieur Boissé Jean-Pierre. Œuvre d'art, demande de subvention pour la restauration des œuvres d'art inscrites au titre des monuments historiques. Vous vous souvenez tous qu'en date du 5 juin 2015, la Commission départementale des objets mobiliers a inscrit 7 tableaux appartenant à la ville de Riom au titre des monuments historiques. 6 de ces tableaux, les plus érotiques, sont exposés dans le bureau du maire. Le 7e est dans la salle des commissions, en mairie centrale. Cette inscription permet des mesures de protection et de restauration nécessaires à la conservation de ces œuvres. Conjointement avec la DRAC, le tableau choisi pour cette première restauration est le portrait de Marie-Catherine de la Rochefoucauld, marquise de Sénécé, duchesse de Randan. Bienfaitrice de la ville, pour les historiens, elle a fait don du terrain le pré-madame à la ville de Riom. La durée de cette restauration est de 6 à 9 mois pour un coût approximatif de 15 000 €. L'opération peut bénéficier de subventions nationales, régionales et départementales pour 40% du montant des travaux hors taxes. Le conseil municipal est invité à solliciter les subventions nécessaires auprès des différents organismes pour la restauration des œuvres classées ou inscrites au titre des monuments historiques. Vous ne pouvez pas me refuser ça pour mon bureau. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 32, contrat d'enfance jeunesse avec la CAF avenant l'autre maison. Michel Chautet. Alors, c'est un avenant donc, au contrat enfance-jeunesse, l'autre maison, LAEP. Alors, qu'est-ce que LAEP? Je vous redis donc ce que c'est. C'est un lieu d'accueil à destination des enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un adulte. C'est un espace de rencontre, de socialisation pour le jeune enfant avant la crèche. Le multi-accueil, c'est un lieu de détente, de partage entre les parents et les accueillants. Alors, un contrat d'enfance-jeunesse a été signé entre les villes de Riom, toutes les villes de Riom Communauté et la Caisse d'allocation familiale en 2014 pour 4 ans. Ce contrat comprend des actions menées par les différentes communes, mais également par certaines associations telles que le Centre social Joseph Guédier.
Les actions des associations destinées à créer ou à développer des offres d'accueil d'enfants de 0 à 18 ans, cautionnées par la ville, sont intégrées au contrat enfance-jeunesse. Être inscrit au contrat enfance-jeunesse permet de toucher de la part de la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, une aide appelée PSEJ, prestation de services enfance-jeunesse. L'avenant présenté dans cette délibération, les modalités de calcul de cette prestation ont été modifiées. Cette action est portée actuellement par le centre Joseph Guédier. La PSEJ sera valorisée pour le centre social. Je rappelle que le contrat enfance-jeunesse étant signé par les 11 communes de Rionco et la CAF, il faut donc pour chaque avenant la signature des 11 signataires. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant au contrat enfance-jeunesse. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Contrat enfance-jeunesse avec la CAF, reversement de subventions. Alors, toujours dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, la ville encaisse les subventions de la CAF pour l'ensemble des actions inscrites au contrat. Actions des structures municipales, mais aussi par des partenaires associatifs du territoire, en l'occurrence la RJ et le centre social Joseph Guédier. La ville reçoit ces subventions en 2 versements, le solde de l'année N-1 et l'acompte de l'année N. La ville a fait le choix de reverser en une seule fois aux associations. Il s'agit donc de procéder au reversement de celle-ci pour les 2 associations de Riom qui mènent des actions dans le cadre du contrat. En ce qui concerne la RJ, le solde 2014, 19 037,45 € plus acompte 2015 à hauteur de 17 451,70 €. Le centre Joseph Guédier, dans le cadre de l'action L'autre maison dont on a parlé tout à l'heure dans la dernière délibération, le solde 2014 à hauteur de 2 236,88 € plus un acompte 2015 à hauteur de 2 210,72 €. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à procéder au versement des sommes des réceptions des notifications de la CAF. Je voulais donner d'autres informations. Oui. Moi, je voudrais répondre un petit peu à M. Friot concernant la RJ. La RJ étant un dossier de ma compétence, je souhaiterais répondre avec M. Friot que l'exécutif de cette association ne s'est peut-être pas posé la bonne question. Avec les subventions perçues, qui représentent plus de 200 000 € entre la municipalité, le conseil régional, le conseil départemental, quelles sont les activités à mettre en place pour que nos jeunes puissent y trouver ce qu'ils cherchent? Et non pas, j'élabore des activités et je demande des subventions. J'espère que la nouvelle présidente et son nouveau conseil d'administration se poseront les bonnes questions. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Question numéro 34. Quotient familial, bilan du 1-09-2014 au 31-08-2015. Alors ça, c'est donc une information du quotient familial, donc du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Donc, première info de ce bilan que vous avez sous les yeux. Donc, je vous laisse regarder la grille du barème du quotient familial qui n'a pas changé depuis le 1er janvier 2011, tranche 1 à 7 et plein tarif. Évolution du nombre de familles bénéficiaires. On constate un taux de variation entre 2011 et 2015 de plus de 28,65%. De 938 familles en 2011-2012, nous passons à 1188 familles en 2014-2015. Quand on regarde la répartition des familles par tranche et par année, le taux de variation entre 2011 et 2015, donc vous l'avez par tranche, nous constatons que la variation la plus forte se situe en tranche la plus haute, c'est-à-dire la tranche numéro 7, ce qui s'explique par le fait que de plus en plus de familles osent se présenter pour faire les démarches, même pour bénéficier d'une réduction légère, ce qui ne se faisait pas auparavant. La répartition des bénéficiaires par tranche 2014-2015. Une famille en couple correspond à 2 bénéficiaires. Nous avons 586 familles en couple, plus 602 familles monoparentales, ce qui nous fait, on retrouve donc nos 1188 familles. On constate que les 3/4 des bénéficiaires des quotients familiaux se situent dans les 4 premières tranches. À noter la part importante de familles monoparentales ou couples non déclarés dans les 3 premières tranches.
Les services de la commune sur lesquels est appliqué le coefficient familial sont la restauration scolaire, les accueils de loisirs péri- et extrascolaires, les activités de l'action sociale, l'école municipale de musique, l'école municipale d'art plastique. Vous avez le tableau comparatif des coûts par direction entre 2013-2014 et 2014-2015. Donc vous avez donc toutes les éducation jeunesse, culture, action sociale. Donc la différence pour toutes ces directions s'élève à plus 14 964,95 €, soit un taux de variation de plus 4,36%, en sachant que la restauration accueil périscolaire prend bien sûr la plus grande part du gâteau, si j'ose dire, puisque nous avons de plus en plus d'enfants qui mangent à la cantine et qui viennent en périscolaire. Le conseil municipal est invité à prendre acte du bilan présenté pour l'année scolaire 2014-2015. Moi, je voulais juste dire, c'est vrai que ces tableaux, ils parlent tout seuls, hein, mais pour les gens qui ne les ont pas sous les yeux, je voudrais quand même révéler cette évolution importante et continue des familles bénéficiaires. Et pour ne parler que des dernières années, si on regarde 2013-2014, pour passer en 2014-2015, c'est 150 familles supplémentaires qui bénéficient de ça. Donc c'est pas fait pour nous rassurer, puisque ça signifie que la population d'Orion se paupérise. Et c'est grave, et ça rejoint les débats tout à l'heure qu'on avait au moment du DOB. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui disent le lien par là que. Et c'est vrai que l'accent particulier à Rion sur les familles monoparentales est une réalité et un vrai problème, puisque à peu près sur la moitié des bénéficiaires sont des familles monoparentales, c'est-à-dire en situation particulièrement délicate, parce que la sociologie de ce type de situation, ce sont souvent des femmes seules qui se retrouvent dans une détresse quand même. C'est très compliqué pour elles de faire face à tout ça. Et on remarque aussi que dans les répartitions des bénéficiaires par tranche, c'est la tranche la plus fragile, mais fragile parmi les fragiles. Hein. La T1, il y a quand même plus de 30% de la population des bénéficiaires qui se retrouvent dans ce cas-là. Donc je crois que tous autant qu'on est autour de cette table, on peut remonter les manches pour trouver des vraies solutions pour les Riomois et les Riomoises. Oui, sans parler, bon, là c'est le quotient familial, mais quand on voit au Resto du Cœur, l'ouverture, on a vu que c'était encore dramatique. Toutes les associations de solidarité ont des effectifs qui augmentent. Tout à fait. Bon, c'était juste une information, Oui, ça. info. Donc après crèche familiale avenant au règlement intérieur. Alors, afin de répondre aux exigences de la CAF concernant donc ce PSU, il semble nécessaire de réajuster les contenus du règlement intérieur. Au vu du transfert de compétences enfance début 2016 et de la réactualisation du règlement de fonctionnement prévu dans ce cadre, les modifications apportées sont minimes et concernent uniquement le passage en mode PSU. Donc il y a un tableau qui vous est remis donc avec la délibération. Alors, bien sûr, c'est sur une amplitude de le nombre de jours d'accueil par semaine, le nombre de semaines donc par an, puisqu'il faut s'ajuster au plus près des familles. Au niveau il y a très peu de différence par rapport, mais il fallait le faire avant ce transfert. Voilà. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure pour la délibération, rémunération des assistantes maternelles, nous avons voulu que tout soit clair avant le transfert pour que ce transfert se fasse le mieux possible. Puisque je vous rappelle que c'est une volonté de Monsieur le maire et président de la Comcom. Le conseil municipal est invité à autoriser la modification du règlement intérieur de la crèche familiale. Une remarque ? Oui, il y avait une question. Une petite Remarque. question, si. Ah, si, c'est pour Madame Chotet. Dans les changements, là, il y a les absences déductibles, donc les congés, qui doivent être signalés et posés, et on le comprend bien pour le bon fonctionnement, hein, au moins un mois à l'avance. Mais quelle solution existe ? Est-ce qu'il y a une solution
pour, au dernier moment, un changement de congé. Parce que vous savez quand même que c'est l'employeur qui décide des congés de ses salariés, et que pour les besoins du service, il peut, même si les congés sont posés 4 mois à l'avance, dire ben non, là, j'ai besoin, et vous restez là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'ai pas de solution. J'ai pas de solution, puisque ce qui est quand même pénalisant, la collectivité va être pénalisée, mais les parents vont être pénalisés. Oui. Parce qu'il va falloir qu'ils donnent leur congé, et ne pas déroger à ces congés. Ça va être très compliqué. C'est ma Très, question, très compliqué. Ah justement. oui, mais c'est très compliqué. Très compliqué. Moi, je trouve que mais la PSU, c'est pas nous qui l'avons mis en place, malheureusement. Et dans la PSU, il est fermement noté de la sorte, ne seront pas modifiables en cours d'année. Non, c'est tout à fait noté comme ça. C'est tout à fait noté comme ça. Oui. Ben, c'est raide. Hein. Et oui, Ouais. c'est raide. Mais il y en a des aberrations dans les lois qui sont votées, des trucs. Un paquet. Bon, il faut voter là. Ah oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Ouverture des commerces le dimanche, calendrier 2016. Laurent Follet. Une question étudiée par la commission numéro 4, attractivité du territoire, qui s'est réunie le 26 novembre 2015. Alors, je vais passer un peu les détails. Il s'agit donc de l'application de la loi Macron qui a étendu le nombre de dérogations au repos dominical accordé par le maire jusqu'à 12 par an contre 5 auparavant. Cette nouvelle disposition a fait l'objet d'une concertation à la fois à Riom Communauté et sur la ville de Riom avec les associations de commerçants. Et il a été acté, et comme vous avez des agendas 2016, ça permettra de l'indiquer déjà, que sur l'année 2016, nous allions donner la possibilité aux commerçants d'ouvrir 6 dimanches. En l'occurrence, 3 dates qui sont déjà dans le calendrier d'ouverture habituel, c'est-à-dire le 10 janvier, c'est le premier dimanche des soldes d'hiver, le 22 mai 2016, c'est le jour de la fête de la ville, le 26 juin, c'est le premier dimanche des soldes d'été cette fois-ci. Et puis, de façon à ne pas rentrer dans une concurrence déloyale avec les grandes surfaces, les 3 dimanches précédant les fêtes de Noël, c'est-à-dire le 4 décembre, le 11 décembre et le 18 décembre. La mise en application de cette disposition nécessite donc l'avis conforme de l'organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons devoir nous voter sur cette approche-là. Pour ce qui concerne le secteur de l'automobile, qui a une réglementation à part mise en place par la loi Macron, la proposition émanant du Centre national des professionnels de l'automobile est d'autoriser l'ouverture de 5 dimanches. Il n'y a donc pas de changement. Ces 5 dimanches seront le 17 janvier, le 13 mars, le 12 juin, le 18 septembre et le 16 octobre. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à solliciter l'avis conforme du conseil communautaire de Riom Communauté pour élargir pour l'année 2016 à 6 dimanches le nombre de dérogations au repos dominical pour le commerce de détail hors automobile. En cas d'avis positif, autoriser le maire à prendre les arrêtés prévus par la loi autorisant les ouvertures dominicales. Des questions? Oui. Une intervention. Alors, je vais tuer le suspense tout de suite. Je suis contre cette délibération, mais pas de dogmatisme de ma part. Je vais donner quelques éléments qui justifient ce positionnement. Un sondage est sorti le 5 décembre 2015, et si plus de 50% des Français sondés sont favorables à l'ouverture des commerces le dimanche, ils n'y sont pas favorables pour eux-mêmes. Oui. En effet, 60% d'entre eux ne sont pas d'accord pour travailler eux-mêmes ce jour-là. D'autres données sont significatives. 92% associent ce jour au repos et 91% à la famille. 76% pensent que cette loi renforce la société de consommation, 73% qu'elle banalise le dimanche, 61% qu'elle exerce une nouvelle pression sur les salariés et 60% qu'elle est dangereuse pour les petits commerces. Donc oui, le travail du dimanche n'est pas un choix librement consenti par les salariés concernés, mais une contrainte imposée par l'employeur. D'autre part, je suis sûr que certains vont être sensibles à cet argument. L'argument de relance de la croissance économique, souvent avancé comme justificatif, est loin de convaincre. C'est d'ailleurs sur ce point que se rejoignent les nombreuses expressions de refus exprimées de la part des divers acteurs sociaux, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs économiques, tels que la CGPME, pour qui cela reviendrait à sacrifier le commerce indépendant sur l'autel du commerce intégré de la grande distribution.
Cela aurait également des répercussions sur toute la vie sociale, associative et sportive, dont une partie importante des activités a lieu le dimanche. D'ailleurs, et c'est intéressant de regarder ce que les collectivités qui nous entourent ont fait comme choix. À Issoire, par exemple, en accord avec les commerçants et les organisations syndicales, l'ouverture passe de 5 à 4 dimanches par an. À Clermont-Communauté, le choix a été fait de rester sur 5 dimanches en accord avec la majorité des commerçants du territoire. La crise actuelle doit amener à tirer les enseignements d'un système économique fondé sur les règles de l'ultralibéralisme qui nous ont amenés à la récession actuelle. La question qui est posée aujourd'hui, c'est la place des hommes et des femmes dans la société et qui ne doit pas être régie par une orientation de consommation à outrance. Pour ce qui concerne le groupe communiste et républicain Front de Gauche, nous refusons toute mesure d'extension du travail du dimanche. Et je terminerai cette intervention, et ça va peut-être vous étonner de la part du communiste laïque que je suis, par les propos suivants de l'archevêque de Bordeaux, dont je partage le bon sens. Une société qui ne reconnaîtrait plus le repos dominical pour tous est une société qui se serait totalement soumise aux exigences de l'économie et de la consommation. La relance ne viendra pas de l'élargissement de la surface de vente, mais de l'augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Monsieur le conseiller régional, c'était facile, mais c'est bien parce que samedi matin, le président socialiste du SBA nous parlait de ce que disait le pape et ce soir, vous parlez d'un archevêque, comme quoi aujourd'hui tout est possible. C'est un petit clin d'œil. Je pense que très clairement, si nous avions poussé l'ouverture à 12 dimanches, qui est quand même la loi Macron, Monsieur Macron n'étant pas, il me semble, un ultra-libéral, en tout cas il ne fait pas partie de ce camp aujourd'hui, ce n'est pas la conception que j'en ai et la vision que j'en ai, peut-être qu'on aurait pu prêter le flanc à une certaine critique. Là aujourd'hui, pourquoi on va sur 6 ? Il y a un certain nombre de dates historiques. Et après, sur les périodes des fêtes de Noël, vous avez pu voir qu'il y avait quand même énormément de monde dans la ville et que ça permet quand même aux familles de pouvoir non pas simplement consommer, mais aussi faire vivre la ville de Riom et le centre-ville de Riom. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, il y a énormément de métiers et de services qui sont ouverts tous les dimanches et les gens travaillent tous les dimanches. Donc là, on est sur une petite partie de la population. Je sais votre souci de protéger le salarié dans tous les cas. Vous savez aussi que la loi protège le salarié dans sa capacité à dire non et à être ou pas. Et à être ou pas. Bah, vous connaissez bien le code du travail, j'imagine, comme moi. Donc, et à être ou pas d'accord avec cette démarche et de travailler ou pas le dimanche. On n'est pas allé très très loin, on est sur 6, j'ai entendu ce que vous avez dit, on ne sera nécessairement pas toujours d'accord là-dessus, vous le savez bien. C'est le choix qui a été fait plutôt dans la concertation avec les commerçants. Oui. Moi, ce que je tiendrais à souligner, c'est que ça a été fait dans la concertation avec les commerçants, hein, parce qu'ils le souhaitaient pour surtout les commerces du centre-ville le souhaitaient. Les 4 dimanches. Oui. Moi aussi, je vais tuer le système, je voterai pour. Parce que justement, on reste dans une limite qui me semble raisonnable, alors que fondamentalement, je pense qu'une ouverture trop large des commerces le dimanche est défavorable notamment aux commerces de centre-ville, qui bien souvent sont tenus par une seule personne ou deux au grand maximum, mais qui ne peuvent pas faire du 7 jours sur 7 ou du 6 jours sur 7, et de ce coup-là se trouvent pénalisés par rapport à ceux qui se mettent en périphérie des grandes surfaces et qui souvent ont plusieurs salariés. Donc c'est une des raisons, et par rapport aussi aux salariés, parce que moi j'ai eu à encadrer des équipes où on faisait du 7 jours sur 7. Le choix de travailler ou pas le dimanche, moi quand je recrutais des équipes qui travaillaient le dimanche, c'était à prendre ou à laisser, ils n'avaient pas vraiment le choix. J'ai eu conscience de ça en tant qu'employeur. C'est tout relatif le choix ou pas de travailler le dimanche quand même. Il y aura 5 dimanches. On est quand même en France, on est quand même dans un pays où le 7 sur 7 est quand même très rare. Donc on est quand même encore relativement protégé sur cette partie-là. Vous êtes comme moi, vous voyagez un peu partout sur la planète. Il y a plein d'endroits où les gens travaillent 7 sur 7. C'est pas nécessairement bien, mais c'est comme ça. Qui est contre? On vote. Juste si je peux me permettre, non, ça concerne beaucoup de salariés. La plupart des services publics, notamment, dès qu'il s'agit de travailler sur l'humain, mais même sur les transports en commun.
on est la plupart du temps sur 6 sur 7, tous les métiers médicaux, tous les métiers autour des personnes âgées, etc. C'est du 7 jours sur 7. En fait, il y a beaucoup de Français quand même qui sont concernés. Bon, qui est contre? 3. Qui s'abstient? 1. Voté à la majorité, merci. Question qui avait été posée, juste pour revenir, M. Boucher, sur le modèle de motion de soutien à l'action de l'AMF. Je pense qu'on le fera circuler pour le voter au prochain. Il faut quand même que tout le monde en ait conscience de cette motion. Moi, personnellement, on avait écrit en tant que mairie d'Orion pour déjà soutenir cette motion qui avait été faite. Mais des questions qu'il y avait eu dans la salle. Je crois qu'il y avait une question. Ah. Bon. Personne peut... Il n'a pas laissé la question à personne. La vidéoprotection, bon, on n'en parlera pas parce que c'est un sujet qui fâche. On vient de nous annuler les subventions qui étaient promises par l'État. Encore une bonne nouvelle, comme d'habitude. Et pourquoi? Oui, mais... Comment? Enfin, heureusement qu'il y avait de la vidéoprotection dans Paris suite aux attentats quand même. Hein. Oui. Laurent, tu voulais parler du oui, SBA. Oui, parce que je sais qu'il y a vendredi une réunion très importante entre les 3 présidents des communautés de communes et le président du SBA. Et je voudrais... il y avait un article dans La Montagne encore ce matin avec une belle photo de la gendarmerie. Je voudrais d'abord dire aux citoyens qui sont là que les gendarmes n'ont pas eu besoin... Elles ne sont pas intervenues, contrairement à ce que pourrait laisser penser cet article. Néanmoins, nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse parce qu'aujourd'hui, la pression des habitants de nos villes et des petites communes alentours est telle qu'il est impossible de délibérer et de faire avancer ce sujet-là. Nous sommes dans une impasse parce que... on est parti aussi dans des grands discours philosophiques qui n'ont rien à voir avec le sujet ce samedi matin, et le président Moulinier a du coup mis le feu aux poudres pendant tout le début de cette matinée qui était donc dévolue au SBA. J'ai vu que ce matin, il réouvrait la porte de la théomie. Moi, je me pose la question de comment on apaise les choses. Je crois que être élu, ça veut dire aussi créer du lien, mais aussi apaiser lorsque la pression est trop importante. Il y avait samedi à la fois au départ des invectives, puis des insultes, un certain nombre de menaces, presque physiques. Je pense qu'on ne peut pas travailler dans cette situation-là. Et il me semble qu'avant de se retrouver le 22 décembre, donc suite à la réunion avec les présidents, les délégués de Rionco devraient se revoir à nouveau pour qu'on éventuellement fasse des propositions sur ce sujet-là, qui est un sujet important, où on en parlait tout à l'heure en aparté avec Bruno Ressouche et Agnès Molon, mais où clairement les petits utilisateurs des services du SBA, dans la dernière proposition qui a été faite, sont encore largement pénalisés parce que ce qui nous a été présenté mercredi avec on a appelé ça d'ailleurs une offre low cost avec 11 levées à 285 €, ça ne tient pas la route. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on passe du temps sur ce sujet-là. Je ne sais pas comment on peut en sortir parce que je n'ai pas l'expérience politique qui est celle de certains nombres dans cette salle. Mais si on ne trouve pas de solution, on va se retrouver avec des poubelles partout dans la ville, partout dans les chemins, juste parce qu'il y a des gens qui sont en colère. Et je ne vois pas pourquoi on irait sur ce terrain-là alors qu'on peut encore apaiser et gagner un peu de temps. Donc j'en appelle à la sagacité, Pierre, des 3 présidents, pour faire en sorte que le président Moulinier prenne un peu de recul pendant quelques temps, parce que je pense qu'il en a besoin et qu'il fasse confiance à ses vice-présidents. Et puis que sur ce sujet-là, on calme le jeu, parce que là, on est en train de mettre le feu, et je ne sais pas comment on l'éteindra si on va plus loin. On a vu des endroits où ça se passait très mal sur d'autres projets, et je pense qu'on ne peut pas porter la responsabilité de tout cela. On doit se voir... pardon ? Moi, ça fait depuis de nombreux mois que j'alerte au conseil communautaire, au conseil municipal en disant que la situation va devenir difficile, qu'il va falloir sortir par le haut.
J'ai fait des propositions en termes de moratoire, d'études comparatives de la théomie. Voilà, on arrive au bout du bout. Et ce que décrit Laurent Paulet, eh bien voilà, c'est ce sur quoi il fallait s'attendre. Il pouvait pas en être autrement. Donc je pense que les propositions qui ont été faites depuis plusieurs mois doivent être mises à l'étude. Et à mon avis, ce sont les seuls à même de pouvoir retrouver de la sérénité et prendre des décisions qui conviendront à tout le monde et dans l'intérêt du SBA. On est bien d'accord là-dessus. C'est bien la proposition qui va être faite en fin de semaine. Jusqu'à maintenant, il y avait un refus d'analyser la théomie. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une ouverture et qu'il faut regarder les deux situations et voir après comment ça peut évoluer. Oui. Je tiens à préciser l'histoire parce que c'est un sujet que je suis depuis plusieurs années. Ce débat, effectivement, a eu lieu pendant 2 ans sur l'évaluation entre la ROMI et la TOMI. Effectivement, les délégués des SBA de l'époque ont voté pour la redevance et non pas la taxe. Donc, la difficulté de l'exercice, parce qu'effectivement, il y a des nouveaux délégués, parce qu'aussi, on arrive sur... Ce qui fait mal, c'est au moment où on annonce certains coups que beaucoup de personnes se réveillent par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'embête dans vos propos, mais on peut le comprendre par rapport aux nouveaux délégués du SBA, c'est que ce travail a été déjà fait. Voilà. Et que des gens, pendant 2 ans... Oui, pendant 2 ans. L'étude de la théomie ? Oui. Elle n'a jamais été présentée. Si. Jamais, mais, attendez. Non, mais attendez, moi je parle d'une époque où vous n'étiez pas élu. Monsieur Jacob, qui a été vice-président du syndicat, peut témoigner qu'il n'y a jamais eu d'étude de fait de la théomie. Mais faites-moi confiance par rapport à ce que je dis. Arrêtez d'être toujours en défiance par rapport à ce qu'on dit. Ça devient très désagréable. Mais non, mais pas du tout. J'ai assisté pendant 2 ans à ces débats. Et il y a eu, et ça a tranché, Agnès Molon aussi. Effectivement, monsieur Jacob, qui est un collègue, on n'était pas d'accord sur ce sujet-là. Voilà. Mais de refaire tout le temps l'histoire par rapport à ça, même s'il faut peut-être le refaire, et je rejoins monsieur Paulet là-dessus, même s'il faut refaire ce débat, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu s'approprier effectivement ces choses-là. On raconte tout et n'importe quoi aujourd'hui, voilà. C'est ça le problème. Et qui n'ont pas toutes les données de ça. Donc moi, de rouvrir ça, ça ne me dérange pas. Mais ce que vous dites me dérange, que ça n'a pas été fait, c'est pas vrai. Ah ben écoutez, moi je me fie au vice-président en charge du SBA. Est-ce que tu peux prendre la parole? Attendez. Oui, je vous donne la parole. Oui, alors simplement pour préciser, je veux dire, moi je ne suis pas dans les actions actuelles et j'appelle aussi à la sérénité parce que c'est quand même une affaire sérieuse qui concerne l'ensemble de nos déchets. Je voudrais rappeler d'abord la position de Riom Communauté parce que chacun a eu, et même lors des votes d'ailleurs, il y a des délégués ici qui n'ont pas voté la même chose, ça c'est clair. Je voudrais simplement rappeler que dans un premier temps, Riom Communauté, c'est-à-dire nous, n'étions pas directement concernés puisque ce qu'il avait été décidé, c'était que dans la mesure où c'est nous qui prélevions la redevance, si je puis dire, les recettes, c'était Riom Communauté gardait en charge la TOMI, quitte à regarder ensuite comment ça pouvait, la TOM, pardon, quitte à évoluer en TOM incitative. C'était le premier positionnement de Riom Communauté, tout simplement. Lorsqu'il y a eu l'ouverture du débat, et il y a eu assez d'élus qui sont intervenus, et pas que moi, évidemment, pour dire l'inquiétude qu'ils avaient les uns et les autres. Et toutes ces remarques, je tiens à le redire, n'ont pas été, de mon point de vue, prises en compte, d'où peut-être la situation actuelle. Deuxième chose, lors du vote en comité syndical, je rappellerai que la réunion avait lieu, je me rappelle très bien, c'était à Chappes, où j'avais demandé à d'autres élus, l'adjointe aux finances d'Orion, Gilles Giraud, qui n'était pas délégué, c'est-à-dire à des collègues qui n'étaient pas délégués, d'assister à la présentation de la redevance incitative. C'est la redevance incitative qu'on nous a présentée ce jour-là. Et avant le vote qui est intervenu un mois après. Ce qui avait été décidé, c'était que les délégués de Riom Communauté se réunissent. Ça n'a pas été possible de se réunir parce que c'était les vacances scolaires, 15 octobre, 15 novembre. J'ai moi-même souhaité
que le conseil communautaire, le bureau communautaire prenne position. Et le bureau communautaire a signé une lettre par l'intermédiaire de Pascal Faucheux indiquant son inquiétude par rapport à la mise en place de cette redevance. Et ce qu'il était demandé aux délégués, c'était de s'abstenir. Et ce que j'ai fait, ce que n'ont pas fait tous les délégués, puisqu'il y en a qui ont voté pour, et que j'ai même été interrompu lorsque j'ai essayé d'expliquer le vote, non pas mon vote, que ce soit très clair, mais le vote des maires, des 11 maires d'Orion Communauté. Voilà, au moment où je quittais le conseil communautaire, j'ai encore posé la question à Gilles Giroux, jamais le conseil communautaire de Orion Communauté ne s'est prononcé de mon temps pour que le SBA prenne en compte la TOM et donc la redevance. Voilà la situation telle qu'elle était il y a 2 ans. Ceci dit, je suis le cours et vous me permettrez de dire que je ne suis pas étonné de l'évolution des événements. Bon. Oui. Donc, c'est la dernière séance du conseil municipal de l'année. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un repos bien mérité pour être en pleine forme pour attaquer l'année de transition qui sera l'année 2016 pour beaucoup de choses vers la nouvelle communauté de communes. Mais oui, il y a un pot qui vous est offert dans la salle à l'entrée. Bonne soirée à tous et bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d'année.